Mohamed Sifaoui, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir sur le plateau du Grand Oral. On sait votre engagement contre l'islamisme, on sait le soutien que vous manifestez à Israël, on sait également toutes les enquêtes que vous avez menées, enquêtes déterminantes contre l'islamisme, même d'ailleurs pour vous attirer des menaces. Cette fois-ci, vous revenez avec un nouveau livre, donc Musulmans, oser la laïcité, un titre provocateur sur lequel on reviendra, publié chez David Reinhardt Éditions. On va parler bien sûr de votre nouvel ouvrage, mais vous le sortez au moment où se marque également, où on marque les 2 ans après le massacre en Israël du 7 octobre 2023, et au moment où un processus s'engage, des discussions avec les Palestiniens, les Israéliens, le monde arabe. Que se passe-t-il en ce moment entre le monde arabe et les Palestiniens? Parce que c'est ça qui retient notre attention. D'abord, on le sait, depuis que les guerres existent, il est toujours facile, si j'ose dire, d'entrer en guerre, il est toujours difficile d'en sortir. Aujourd'hui, le constat est fait. On peut dire que le Hamas est une organisation terroriste qui a été laminée sur le plan militaire. Alors, je sais qu'il y a des voix qui disent qu'on ne peut pas tuer le Hamas parce que le Hamas est une idéologie. Je ne suis pas d'accord avec cette approche parce que le Hamas, ce n'est pas qu'une idéologie. Le Hamas est une organisation qui se compose de 3 strates. Il y a une première couche qui est une couche effectivement idéologique, une seconde qui est politique, et une troisième qui est militaire, terroriste. Ce que l'action de l'armée israélienne permet d'avoir comme résultat, c'est le démantèlement de l'appareil politique d'abord, c'est-à-dire que en l'état actuel des choses, aujourd'hui le Hamas ne sera plus en mesure de diriger ou d'assurer la gouvernance. C'est ce que veulent également les pays arabes, cette sorte d'interposition qui est en train de se mettre en place, c'est cela ? Il y a un consensus de la communauté internationale sur ce sujet, même si ce n'est pas dit ainsi. Il y a un consensus, y compris au sein entre les principales capitales arabes, et il y a un consensus, y compris avec l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, le Hamas ne doit plus avoir la main mise sur Gaza. D'ailleurs, ça a été l'erreur qui a été commise, de mon point de vue, en tout cas, en 2005, avec le désengagement unilatéral des Israéliens. Le deuxième point, c'est que le Hamas doit être démantelé militairement. Pour ce faire, il faut évidemment la couper de ses sources de financement, notamment qatari, turc et iranien, et évidemment démanteler son armement. Mais aussi, ce qui fait aussi sa force d'une certaine façon, les tunnels, les fameux tunnels qui lui ont permis d'accroître sa surface géographique. Alors pour bien comprendre, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations que l'on entend, mais dont on sait que vous avez aussi les significations et les sous-textes. Vous dites couper des financements turcs et qataris. Ce sont les Turcs en ce moment qui font beaucoup plus pression que tout le monde sur le Hamas pour qu'ils arrêtent, pour qu'ils sortent. Pourquoi ils leur coupent les financements? Pourquoi ils arrêtent le soutien? Pourquoi font-ils pression, les Turcs, sur le Hamas? Parce qu'il y a une reconfiguration, cela n'a échappé évidemment à personne. Le 7 octobre, je pense que c'est je dirais l'introspection que doivent faire les Palestiniens. C'est qu'aujourd'hui, le 7 octobre, en définitive, il a servi à quoi, sinon à créer du désastre, du drame, de la mort, à semer le chaos et surtout, je dirais, dans le camp des Palestiniens, puisqu'ils ont payé le prix fort de cette guerre. Naturellement, cela ne fait pas oublier le fait de ce qu'ont subi les Israéliens, mais d'un point de vue, je dirais, purement comptable et d'un point de vue du lendemain de cette guerre, c'est évidemment les Palestiniens qui en sortent perdants. Et il y a un deuxième point, c'est que la cause palestinienne aujourd'hui est mise à mal. Et troisième point, c'est qu'on a un camp extrémiste ou d'extrême droite en Israël qui se retrouve renforcé et légitimé par cette guerre. Mohamed Sifaoui, là aussi je vous arrête parce que vous dites que la cause palestinienne est mise à mal. Le monde entier porte la question palestinienne. L'Occident est une sorte de caisse de résonance pour la cause palestinienne. Le drapeau palestinien est devenu l'étendard de la radicalité et de la contestation de la gauche. En quoi on peut dire que cette cause palestinienne a été perdante? C'est intéressant, expliquez-nous. Eh ben, vous voyez, c'est là où je suis en désaccord avec beaucoup de personnes. C'est que je ne crois pas, et ça va peut-être choquer ce que je vais dire, je ne crois pas que c'est par palestinisme que... s'il y a cette adhésion. D'abord, c'est par populisme, parce que cette guerre s'est jouée énormément sur le discours populiste. Mais aussi, c'est par rejet, en définitive,
de ce gouvernement israélien, de ce qu'il incarne, de ce qu'il représente. Et Netanyahou est clairement détesté, y compris par certains de ses alliés. C'est un secret de polichinelle. Beaucoup, comme Emmanuel Macron, en font plutôt une affaire personnelle. Ils ont tort, de mon point de vue, mais c'est ainsi. D'autres, comme l'Espagne ou comme, je dirais, y compris aux États-Unis, on a vu des relents antisémites renaître depuis ça a le 7 commencé octobre. bien avant que Netanyahou oui, mais ne lance cette contre-offensive israélienne aussi puissante et aussi dévastatrice. C'est dès le début. Est-ce que si la gauche israélienne avait été au pouvoir, est-ce qu'on n'aurait pas assisté au fond à la même radicalisation autour de la cause palestinienne? Sans nul doute, parce qu'encore une fois, Netanyahou est un élément supplémentaire. Il y a un rejet de l'État d'Israël. Il y a une montée de l'antisémitisme, c'est incontestable. Ce qui est appelé la cause palestinienne n'est en définitive qu'un prétexte qui est utilisé pour rejeter Israël et pour, d'une certaine façon, délégitimer cette... Je parle en Occident. Bien sûr, oui, en Occident. L'Europe et par des milieux d'extrême gauche. En France, on a LFI. En Espagne, il y a aussi tous les milieux d'extrême gauche. C'est-à-dire que la nuance que je veux mentionner, ce n'est pas tant par adhésion ou par sympathie pour les Palestiniens que tout ce beau monde est instrumentalisé. C'est plutôt par détestation et des Israéliens et des Juifs. Et alors après, la personnalité de Benjamin Netanyahou, qui est une personnalité clivante, devient un élément supplémentaire utilisé contre Israël. Et évidemment, on a vu certaines déclarations qui n'étaient pas nourries par des logiques, je dirais, objectives ou par des logiques diplomatiques, mais plutôt par des passions un peu ou par des accords personnels. Vous avez l'habitude d'analyser tous ces mouvements, en particulier dans la sphère arabo-musulmane. On a vu justement, effectivement, depuis le 7 octobre, il y a 2 ans, comment le drapeau palestinien est devenu un symbole. Et en fait, on parle de la cause palestinienne, vous dites, mais avant, elle était incarnée par des leaders. Là, c'est une cause sans leader. C'est un drapeau. Comment peut-on expliquer qu'un drapeau, un emblème, ait pu, au fond, générer autant de cristallisation autour de lui? Mais c'est ce que je disais. D'une certaine façon, ce qui est appelé cette cause palestinienne a été volé aux Palestiniens. Ceux qui l'instrumentalisent n'ont pas en objectif l'intérêt des Palestiniens. Avant, c'était les États arabes, c'était la Ligue arabe qui instrumentalisait cette cause palestinienne, soit pour cimenter leur société, soit pour justement, je dirais, cimenter cette nation arabe qui restait chimérique et qui le reste aujourd'hui, jusqu'à ce jour. On a vu les évolutions se faire chez les dirigeants arabes. Et pendant que ces évolutions se faisaient, c'est là où il y a tout un paradoxe, il y a des régressions en Occident. C'est-à-dire que cette cause palestinienne, entre guillemets, est devenue un instrument de milieu, je dirais, de gauche, qui l'utilise et qui l'instrumentalise, non pas par sympathie pour les Palestiniens, je le répète, mais plus par rejet des Israéliens et des Juifs. Ce que vous mettez au jour est absolument étonnant et passionnant. Vous expliquez qu'il y a plus il y a un bannissement à l'Occident des Israéliens et une intégration de la cause palestinienne, plus la cause palestinienne est rejetée et marginalisée à l'Est, parmi les pays arabes, qui, eux, mettent Israël au cœur de leur intégration. Mais c'est un paradoxe, parce que demain, dans la reconstruction de Gaza, qui va être en première ligne, ça sera des pays arabes, ça sera probablement les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, pas avec l'Irlande et probablement l'Égypte, etc. Donc, qui va envoyer demain des équipes de maintien de l'ordre, parce que ce qui va se passer probablement, c'est une situation similaire à ce qu'on avait vu au Timor oriental ou au Kosovo, avec une force d'interposition, de maintien de l'ordre, pour accompagner une reconstruction et pour accompagner, je dirais, une reconfiguration de ce territoire qui devra être un jour, évidemment, sous l'égide d'une autorité palestinienne réformée et complètement, elle aussi, reconfigurée. Mais tout ce travail effectif ne sera pas mené par ceux qui gueulent le plus, passez-moi l'expression, en Occident. Et de ce point de vue, ni du point de vue financier, les États européens n'ont les moyens de soutenir les Palestiniens, ni d'un point de vue militaire, ni d'un point de vue économique.
Donc on voit bien que c'est une cause qui est encore une fois instrumentalisée. Est-ce que, selon vous, se négocie, parce que c'est aussi une démarche assez classique, l'exfiltration, le départ en exil d'une partie on va dire de l'autorité du Hamas ou des responsables du Hamas en ce moment, est-ce que c'est une évolution logique à laquelle il faut s'attendre? Parce que le Qatar et la Turquie peuvent être justement des pays d'accueil, donc peut-être aussi font-ils pression dans cette occurrence-là, en disant on va vous accueillir, mais il faut maintenant arrêter les frais sur le terrain. En fait, les points de désaccord sont plus des points entre Palestiniens, entre dirigeants du Hamas, entre ceux de l'intérieur. Alors expliquez-nous, quelles sont les divisions qu'il y a au sein du Hamas? Eh bien, ceux de l'extérieur ont envie de trouver une solution pour reprendre, je dirais, se relancer dans un jeu politique classique, tirer les aides, parce que ça c'est un véritable enjeu. Si le Hamas n'existe plus, ces gens qui se sont beaucoup enrichis à titre personnel n'auront plus la possibilité de capter toutes les aides qui vont vers le Hamas. Donc il y a un enjeu y compris pour eux, et pour leur devenir à la fois et personnel et affairiste et politique. On sait que le Hamas est une organisation d'affairistes également. Ensuite, il y a le deuxième volet, c'est le Hamas de l'intérieur. Ceux qui ont eu les mains dans le cambouis et les jusqu'au-boutistes. Eux ont d'autres exigences. Certains irréductibles, qui sont des islamistes jusqu'au bout des ongles, veulent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au martyr, jusqu'à la mort, parce qu'ils ont ce culte de la mort. D'autres qui sont pragmatiques sont en train de négocier, en tout cas étaient en train de négocier début octobre, leur possible sortie du territoire gazaoui pour aller se réfugier dans un des pays susceptibles de les accueillir, c'est-à-dire ou la Turquie, ou le Qatar, ou l'Iran. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à une forme de, je dirais, de diasporisation de la marque du Hamas, qui jusqu'à présent avait un territoire d'action qui était circonscrit, qui était face à Israël, sur le territoire donc, de la bande de Gaza, mais qui maintenant pourrait peut-être muter avec justement l'aura internationale et l'onde de choc autour du Hamas. Est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce que vous voyez, vous décelez déjà des signes au fond d'une marque qui pourrait devenir maintenant extérieure et également pouvoir faire des actions, mener des actions, mobiliser, faire des attentats au nom du Hamas dans le monde entier? Alors je pense que la marque va rester... Comme Daesh à l'époque. Je pense que la marque va rester sous une forme, je dirais, résiduelle, mais je pense surtout que le Hamas va exploser ou s'émietter, se fragmenter entre des personnes qui vont essayer de se renouveler, de se refaire une virginité en politique et surtout agir ou être demain dans un nouveau pouvoir, voilà, dans une nouvelle coalition, converti, muté, voilà. Donc ils vont essayer de se faire un nouveau marketing, ils ont une nouvelle image, et les autres, il y aura les irréductibles, encore une fois, qui pourraient, et je dis bien qui pourraient, mais c'est un véritable risque, s'engager dans une guerre asymétrique perpétuelle, c'est-à-dire agir avec des actions terroristes, peut-être y compris en Occident, comme ce qu'on a vu récemment en Allemagne, et qui a été évidemment opération heureusement déjouée par les autorités allemandes, qui devaient, un groupe lié au Hamas qui devait s'attaquer à une synagogue. Donc, alors vous me permettez justement effectivement de faire ce lien. On arrive sur le territoire français, tout simplement, parce que tout simplement cette transition que vous me proposez. Quelle a été la résonance du 7 octobre dans le monde musulman français? Je n'ai pas la possibilité de donner une lecture complète et scientifiquement, je dirais scientifiquement. Je me méfie toujours. Je me méfie toujours. Oui, les frères je vais vous répondre. L'islamisme. Je vais vous répondre le plus froidement et le plus directement et le plus franchement. Mais je n'aime pas ces tentatives un peu au doigt mouillé où les gens vous disent tout le monde est ceci ou tout le monde est cela. Il y a eu d'abord, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le 7 octobre. Moi, ce que j'ai observé le 7 octobre, c'est que, hormis les islamistes, je dis bien hormis les islamistes, et des activistes de ce qui est appelé la cause palestinienne, les gens étaient effarés, parce que ça reste un groupe terroriste qui a agi. Par la suite, il y a eu une évolution, une modification de la perception de ce conflit qui a été, de mon point de vue, et je ne veux pas me faire donneur de leçons, mais très mal géré médiatiquement.
qui a été très mal travaillé. On a accordé trop d'intérêt et trop de crédibilité à la propagande du Hamas, aux chiffres du Hamas, au ministère de la Santé du Hamas. Je pense que les médias n'ont pas joué aussi le rôle de distance nécessaire. Ils devront aussi faire leur examen de conscience par rapport à ce problème de distance et d'avoir intégré les sources du Hamas comme étant des sources crédibles. Beaucoup de médias occidentaux et de grands médias, je leur en veux, pratiquement tous, ont évidemment été ou manqué de professionnalisme parce qu'encore une fois, ils ont accordé un crédit à une organisation qui est tout de même inscrite par leurs propres États comme organisation. Mais c'est pas aussi le organisation terroriste. Le couvre-feu médiatique a aussi imposé Israël. Si les journalistes avaient pu travailler d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'ils n'auraient pas été obligés. Mais est-ce que les journalistes approchaient Daesh à l'époque où Daesh était à son apogée? Personne n'approchait Daesh. Mais on n'empêchait pas au moment des bombardements de Raqqa et de Mossoul d'avoir des journalistes, d'ailleurs certains en ont payé le prix de leur vie, sur le terrain. Mais très peu. Encore une fois, on a eu des gens qui ont approché, des confrères qui ont approché d'autres organisations, mais pas Daesh, parce qu'il y avait la question des prises d'otages. Donc qu'est-ce qui se faisait? On utilisait évidemment la propagande de Daesh, mais avec la précaution nécessaire, en recontextualisant, etc. Là, le problème de beaucoup de médias, voire la plupart des médias, c'est qu'ils utilisaient les sources du Hamas comme s'il s'agissait d'une source gouvernementale, encore une fois, crédible. Là, hier, je lisais dans un bandeau, selon le ministère du Hamas, le ministère de la Santé du Hamas. On l'a lu il y a plusieurs jours. Gaza est aujourd'hui un parking à ciel ouvert. Comment il peut exister un ministère du Hamas et encore un ministère de la Santé du Hamas qui collecte des chiffres et des statistiques? Alors, on parlait effectivement de ce qui s'était passé au sein on va dire non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que les musulmans en France ont fait évoluer ou se sont laissés embrigader un petit peu par l'ambiance, par le discours ambiant, et beaucoup, au regard de l'intensité de la riposte, ont commencé naturellement à développer un discours dit, et je mets de gros guillemets, antisioniste, qui était parfois à la limite ou à la lisière de l'antisémitisme, au prétexte évidemment que la guerre, ou les images qui leur parvenaient, notamment de la part d'Al Jazeera, heurtaient leur sensibilité. Alors, vous vous adressez, vous interpellez aussi ces musulmans de France aujourd'hui avec votre nouveau livre, Musulmans, oser la laïcité. Pourquoi ce terme oser? Pourquoi ne dit pas adopter, prenez, aimer, choyer? Pourquoi oser? Qu'est-ce qu'il y a à oser de la part des musulmans de France? Lorsque l'on ose, ça veut dire qu'on défie un ordre établi ou une idée reçue ou un diktat. Pourquoi la laïcité fait l'objet de tant de défiance ou parfois de rejet? Parce que tout simplement, et on ne l'a pas suffisamment expliqué, la laïcité française, depuis maintenant 120 ans, fait l'objet d'attaques répétées, d'une propagande mensongère et hontée de la part des milieux islamistes dans le monde musulman. Qui considèrent que la laïcité est une religion contre eux. Est une idéologie contre eux, on sait, en tout cas, moi j'ai travaillé le sujet, je sais d'où ça vient. Ça vient notamment de la politique qui a été menée par Kemal Atatürk en Turquie, parce que Kemal Atatürk, contrairement au modèle français, on fait l'erreur de le présenter comme modèle. Kemal Atatürk a utilisé la laïcité comme épée, alors que la France l'a utilisée comme bouclier. La France utilise la laïcité pour protéger l'État et la société des influences religieuses, alors que Kemal Atatürk a instauré la laïcité pour attaquer l'islam. Et donc, comme les frères musulmans sont nés à la même époque que la naissance de la Turquie moderne, et ils l'ont plaqué sur la laïcité française. Sur toutes les formes de laïcité. Et ils ont fait en sorte à ce que les musulmans pensent qu'adopter la laïcité serait un signe d'impiété et un signe de rejet de l'islam et un signe de racisme, un signe d'intolérance. Donc c'est pour vous un signal supplémentaire de ce qui a été traduit, on dira un mot, dans le rapport qui a été fait par le gouvernement français sur les frères musulmans et leur infiltration supposée dans la démocratie française. C'est pour vous une victoire sémantique, idéologique importante des frères musulmans? Ils ont réussi à imposer l'islamophobie, ce terme? Ah oui, mais à cause, ou je dirais, de la fainéantise intellectuelle des intellectuels occidentaux, des responsables politiques, des partis, des mouvements, des universitaires, la fainéantise intellectuelle. Sinon, la connivence et la compromission avec l'islam politique, qui ne date pas d'hier. On voit aujourd'hui, alors que la chose est clairement définie,
L'islamo-gauchisme, je le dis pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, c'est un néologisme qui explique les alliances qui existent entre des milieux de gauche et les milieux islamistes. Il y a plusieurs livres qui l'ont C'est aussi simple que ça. C'est quelques mois. C'est aussi simple, et c'est pas du simplisme. Entre la gauche et l'islamisme. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des liens entre des milieux islamistes et des milieux de gauche? Oui, depuis les années 50. Ces liens existent, ils sont documentés. Je passe maintenant au deuxième volet de ma réponse. La question qui se pose, en fait, en Europe, et je dis en Europe parce que la situation en Belgique, elle est par exemple catastrophique. Je cite ce pays parce que vraiment c'est symptomatique. On a une démission et comme je le disais, une compromission de la part d'une partie des élites. Et par conséquent, aujourd'hui, on est dans un autre paradoxe. Alors que les frères musulmans sont combattus quasiment dans tous les pays qui, il y a à peine quelques années, les soutenaient. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et j'en passe. Et ben ces mêmes frères musulmans trouvent la possibilité d'avoir un second souffle aujourd'hui en Europe et entre autres en France. Donc il faut casser cette dynamique. Et comment se réapproprier justement cette laïcité? Comment, ou même l'approprier et l'ancrer? Quelles sont les propositions qu'on peut avoir, les pistes concrètes, vous en avez dans votre livre, pour justement changer cet état d'esprit? Il faut mettre en place une dialectique. Et dans cette dialectique, il y a l'aspect pédagogique qui n'est pas mis en valeur ou mal mis en valeur. Dans l'aspect pédagogique que je vois depuis plusieurs années, il ne suffit pas de dire que la laïcité est uniquement la séparation de l'Église et des États. Il s'agit, ou il suffirait encore davantage d'expliquer en quoi la laïcité est bénéfique, y compris pour les musulmans. On oublie de dire, par exemple, que si une femme voilée peut se voiler dans l'espace public, et vous savez ce que je pense du voile, c'est aussi parce qu'il y a la laïcité. S'il y a la possibilité pour que les frères musulmans ouvrent des écoles ou des lycées, des lycées musulmans, c'est parce qu'il y a la laïcité. S'il y a des constructions de mosquées qui sont possibles dans des communes, c'est parce qu'il y a la laïcité. Le problème, c'est qu'on a inversé en fait la chose. C'est que les islamistes racontent une autre histoire. Disent aux jeunes filles, si vous ne pouvez pas mettre le voile à l'école, c'est à cause de la laïcité. En fait, on n'a jamais dit, et les musulmans, et c'est ce que j'ai voulu, les musulmans, beaucoup, se laissent embrigader par ce discours où, en gros, on leur présente la laïcité comme une valeur négative. C'est-à-dire qu'à cause de la laïcité, vous ne pouvez pas faire ça. Quel travail fait à ce sujet, et font à ce sujet les intellectuels musulmans, les imams, les leaders associatifs? Est-ce que ces idées avancent, infusent? Est-ce que vous y voyez un changement ou est-ce que vous, au contraire, vous voyez qu'il y a une résistance? Moi, je vais vous dire, la ligne que j'ai toujours défendue et sur laquelle j'essaye de faire, là aussi, de la sensibilisation. Il n'y a pas de négociation possible avec l'islamisme. L'islamisme est une lutte qu'on doit mener de façon frontale. Passez-moi l'expression, il faut leur foutre un poing dans la gueule. Et si on n'est pas capable de le faire, c'est qu'on n'est pas capable de lutter contre l'islamisme. L'islamisme, ce n'est pas une idéologie qui serait une idéologie sympathique avec laquelle on peut discuter et avoir... Les responsables français ont prévenu. Souvenez-vous, Gérard Collomb, le discours du président de la République contre le séparatisme il y a quelques années, le rapport qui vient disant un mot sur justement montrer et évaluer dans quelle mesure les frères musulmans sont influents. Il n'y a pas de réaction des pouvoirs publics à la hauteur, vous dites? Moi, je trouve que il y a des réactions ponctuelles. Ce qui manque, c'est une vraie dynamique collective de lutte contre l'islam politique, avec les moyens de l'état de droit, non pas avec les moyens de l'extrême droite ou ce que propose l'extrême droite, avec les moyens de la République, avec les moyens de l'état de droit et avec le corpus républicain. Ça, c'est possible. Et là où je suis parfois terrifié, c'est en vérité, chacun essaye de voir le positionnement de son discours en fonction de ses intérêts politiques. Je parle des hommes et des femmes politiques avant tout. C'est-à-dire que les élus locaux, par exemple, qui n'ont pas une ghettoisation des musulmans sur leur territoire, eh ben eux ont une parole libérée, ou en tout cas quelque chose qui s'apparente à une parole libérée. Mais la plupart des élus locaux qui ont une petite ghettoisation, ou en tout cas une partie de leur électorat qui est composée de musulmans, outre le fait qu'ils les insultent, finalement, parce qu'ils pensent qu'ils sont tous islamistes et que s'ils parlent de l'islamisme, ils vont tous être contre eux. Et donc, finalement, c'est ceux-là, ils modèrent leur discours. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'honneur d'un responsable politique, quel qu'il soit, c'est de dire tout simplement la vérité. Et c'est cette vérité-là
qu'attendent les Français. Parce que justement, c'est par le déni et le fait de mettre la poussière sous le tapis que, en définitive, des gens se détournent des partis républicains et se mettent à regarder vers l'extrême droite. Je vais prolonger le paradoxe que vous soulevez parce que vous avez bien analysé l'instrumentalisation du côté donc, de la gauche avec ce qu'on appelle l'islamo-gauchiste, mais du côté du RN, ils disent comme vous, ils disent l'islamisme est à combattre. Donc dans quelle mesure sont-ils au fond pas dans la lucidité que vous prenez? Par l'effectivité de l'action. Je rappelle par exemple le fait que le RN avait, et je ne suis pas un responsable politique, mais non, je constate, je suis un observateur. Je vous pose la question très tranquillement. Le RN, lorsque le gouvernement propose la loi dite contre le séparatisme, eh ben, il ne vote pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans les petits jeux mesquins, je dirais, de politique politicienne, alors que c'est cette loi qui a permis, par exemple, la dissolution de Baraka City, qui était une organisation toxique. C'est cette loi qui permet la dissolution du CCIF. Ce que je regrette en France, c'est cette incapacité finalement à accompagner les actions positives. J'estime que l'éloignement, en tout cas l'expulsion d'un imam aussi toxique que Hassani Hussein, qui a été, je le rappelle, expulsé grâce à ce que permet la loi, donc ce qu'a voté le législateur comme dispositif. Eh bien écoutez, merci beaucoup Mohamed Sifawi pour toutes ces explications. Merci, on va donc lire votre livre Musulmans, oser la laïcité, donc un livre important dans un moment effectivement crucial. À très bientôt sur A24 News.